Chapitre 7. La première nuit. Monsieur McVeigh coupait de la viande à Bridgeton depuis que j'avais 12 ou 13 ans, et je n'avais aucune idée de son prénom ou de son âge. Il avait installé un grill à gaz derrière l'une des petites bouches d'aération à ventilateur. Celui-ci était maintenant inerte, mais un peu d'air passait toujours. Et à 18h30, l'odeur du poulet rôti se répandit dans le magasin. Brown ne souleva pas d'objection. C'était peut-être des produits de réserve, mais le plus vraisemblable est qu'il avait admis que sa viande et sa volaille fraîche ne le resteraient plus longtemps. Les poulets sentaient bon, mais il y eut peu d'amateurs. Monsieur McVeigh, petit, maigre et propre dans sa blouse blanche, faisait cuire les poulets sans se démonter et disposait les morceaux deux par deux sur des assiettes en carton qu'il alignait comme à la cafétéria sur le comptoir des viandes. Madame Thurman apporta pour Billy et moi 2 assiettes de poulet avec en garniture de la salade de pommes de terre. Je me forçai à avaler quelques bouchées, mais Billy n'y toucha même pas. « Il faut manger, mon grand, dis-je. »« J'ai pas faim, » répondit-il en repoussant son assiette. « Tu ne deviendras pas grand et fort si tu ne... » Madame Thurman, assise tout près de lui, secoua la tête à mon intention. « Bon, d'accord. Va te chercher une pêche et mange-la au moins, dac. Et si Monsieur Brown me dit quelque chose, s'il te dit quoi que ce soit, viens me le dire. D'accord, papa. » Il s'éloigna lentement. Je ne sais comment, il semblait avoir rapetissé. Ça me brisait le cœur de le voir marcher ainsi. Monsieur McVeigh continuait de cuire ses poulets, nullement troublé, semblait-il, par le fait que peu de gens y goûtaient. Il était heureux de cuisiner. Comme je crois l'avoir déjà dit, il y avait toutes sortes de façons d'affronter de tels événements. On ne s'en douterait pas, mais c'est ainsi. L'esprit est un tricheur. Madame Thurman et moi restâmes assis à mi-hauteur du rayon pharmacie. Les gens étaient répartis en petits groupes, accroupis à travers tout le magasin. À l'exception de Madame Carmody, personne n'était seul. Même Myron et son pote Jim étaient ensemble, écroulés près du réfrigérateur à bière. 6 nouvelles sentinelles surveillaient à travers les meurtrières. Parmi elles, Holly dépiotait une cuisse de poulet en buvant une bière. Les torches manches à balai gisaient près de chaque poste d'observation avec un bidon d'alcool à brûler à côté. Mais je pense que plus personne ne croyait comme avant à l'utilité des torches. Pas après avoir entendu le plafond grondement terriblement vivant. Pas après avoir vu la corde à linge mâchée et souillée de sang. Si ce qui était là dehors décidait de nous avoir, cette chose, quelle qu'elle soit, nous aurait, cette ou ces choses. « Ce sera dur cette nuit ?» demanda Madame Thurman. Sa voix était calme, mais il y avait de la frayeur et du dégoût dans ses yeux. « Hattie, je n'en sais vraiment rien. »« Laissez-moi m'occuper le plus possible de Billy. Dave, je crois que je suis plongée dans une terreur mortelle. » Elle eut un rire sans joie. « Oui, je crois que c'est le mot. Mais si j'ai Billy, ça ira, pour moi et pour lui. » Ses yeux brillaient. Je me penchai et lui tapotai le dos. « Je suis si inquiète pour Alan, » avoua-t-elle. « Il est mort, Dave. Au fond de mon cœur, je sais qu'il est mort. » Non, Hattie, ce genre de choses, on n'en sait rien. Mais je sens que c'est vrai. Vous ne sentez rien à propos de Stéphanie? Vous n'avez pas le moindre pressentiment? Non, mentis-je entre mes dents. Un son étranglé monta de sa gorge et elle se plaqua une main sur la bouche. Ses lunettes reflétaient la faible lumière brouillée. « Billy revient, » murmurai-je. Il mangeait une pêche. Hattie Thurman tapota le sol à côté d'elle et lui dit que quand il aurait fini, elle lui montrerait comment fabriquer un bonhomme avec un noyau de pêche et du fil. Billy lui sourit faiblement et elle lui rendit son sourire.
À 8 heures du soir, 6 hommes relevèrent les sentinelles aux meurtrières et Holly me rejoignit. Où est Billy ? Au fond, par là-bas, avec Madame Thurman. Ils fabriquent des objets. Ils ont vu la confection de bonhommes en noyaux de pêche, de masques en sacs à provisions et de poupées en pommes. Et maintenant, M. McVeigh lui enseigne à fabriquer des bonhommes avec des cure-pipes. Holly avala une bonne gorgée de bière et dit « Il y a des choses qui bougent là-dehors. » Je lui jetai un coup d'œil perçant. Il avait repris une mine impassible. « Je ne suis pas saoul, assura-t-il. J'ai essayé de me saouler, mais je n'ai pas réussi. J'aimerais bien y arriver, tu sais, David. » Qu'est-ce que tu veux dire ? Il y a des choses qui bougent au dehors ? Je ne peux pas te l'assurer. J'ai demandé à Walter et il a dit qu'il avait la même impression, qu'il y avait des endroits où la brume devenait plus sombre pendant une minute, parfois juste une tache, parfois toute une grande portion d'espace sombre, comme un bleu. Et puis, ça redevient gris, et la brume tourbillonne. Même Arnie Sims a dit qu'il avait l'impression que quelque chose se passait dehors, et lui, il est presque aussi aveugle qu'une chauve-souris. Et les autres ? Ce sont tous des types qui ne sont pas de l'État, des inconnus pour moi. Je ne leur ai pas posé la question. Comment être sûr que tu ne te fais pas des idées ? Ah ça. Du menton, il me montra Madame Carmody, assise, seule, à l'extrémité d'une allée. Rien ne lui entamait l'appétit. Son assiette était un champ d'ossements de poulet. Et ce qu'elle buvait, c'était soit du sang, soit du jus de légumes V8. Je crois qu'il y a un point sur lequel elle a raison, dit Holly. Nous allons en avoir le cœur net. Quand il fera noir, nous saurons. Mais nous n'eûmes pas à attendre jusque-là. Quand c'est arrivé, Billy n'en a pas vu grand-chose, grâce à Madame Thurman qui le gardait au fond. Holly était toujours à mes côtés, quand un des hommes près d'une meurtrière poussa un cri perçant et se rejeta en arrière en agitant les bras. Il n'était pas loin de 20h30. Au dehors, la brume couleur perle s'était assombrie, prenant la lourde teinte ardoise d'un crépuscule de novembre. Quelque chose avait atterri sur la vitre de l'autre côté de l'une des meurtrières. « Oh mon Dieu !» cria l'homme de garde. « Laissez-moi partir, je veux pas voir ça !» Il se mit à courir de tous côtés, décrivant des cercles approximatifs, un léger filet de salive au coin de sa bouche, luisant dans la pénombre qui s'épaississait. Puis, il s'enfuit tout droit au fond de la plus lointaine travée, au-delà des bacs à surgeler. Il y eut des cris en réponse. Certaines personnes se précipitèrent vers l'avant pour voir ce qui se passait. Beaucoup d'autres battirent en retraite vers le fond, se moquant de savoir, ne voulant pas voir ce qui rampait sur la vitre, là, au dehors. Je me mis en mouvement pour rejoindre la meurtrière, Holly à mon côté. Dans sa poche, sa main étreignait le revolver de Madame Dumfries. Un des autres guetteurs poussa un cri, non pas tant de peur que de dégoût. Holly et moi passâmes l'une des caisses. Maintenant, je voyais ce qui avait fait fuir le type. Je n'aurais su dire ce que c'était, mais je le voyais. Ça ressemblait à une des créatures de second plan des tableaux de Bosch, de ces fresques infernales. Ça avait aussi quelque chose d'horriblement comique, parce que ça ressemblait également un peu à une des étranges créations de vinyle ou de plastique qu'on peut acheter pour $1,89 pour surprendre ses amis. En fait, exactement le genre d'objet que Norton m'avait accusé d'avoir placé dans la réserve. Ça avait peut-être 50 centimètres de long. C'était segmenté et de la couleur rose vif de la chair brûlée qui a commencé à guérir. À l'extrémité, de courts pédoncules souples, les yeux bulbeux, fixaient 2 directions différentes. De grasses ventouses lui permettaient d'adhérer à la vitre. À l'autre extrémité du corps, on distinguait un appendice, organe sexuel ou d'art. Et sur son dos se dressaient des ailes membraneuses démesurées, semblables à d'énormes ailes de mouche. Elles bougeaient très lentement pendant qu'Holly et moi approchions de la vitre.
À la meurtrière située sur notre gauche, celle de l'homme qui avait poussé une exclamation de dégoût, 3 de ces choses rampaient sur la baie. Elles se déplaçaient paresseusement, laissant derrière elles une traînée poisseuse d'escargots. Leurs yeux, s'il s'agissait bien d'yeux, bougeaient par saccades au bout de leurs pédoncules gros comme le doigt. La plus grosse de ces choses avait peut-être 1,50 m de long. Parfois, elles se rampaient carrément l'une sur l'autre. « Regardez-moi ces saloperies !» dit Tom Smalley d'une voix écœurée. Il gardait la meurtrière à notre droite. Je ne répondis pas. Les insectes bouchaient toutes les meurtrières à présent, ce qui signifiait qu'ils grouillaient probablement sur la totalité du bâtiment, comme des vers sur un morceau de viande. Ce n'était pas une image plaisante, et je pouvais sentir que le peu de poulet que j'avais réussi à ingurgiter voulait me remonter aux lèvres. Quelqu'un sanglotait. Madame Carmody hurlait des phrases à propos d'abominations surgies de la terre. Quelqu'un lui dit d'un ton bourru qu'elle avait intérêt à la fermer. Toujours les mêmes conneries. Holly tira de sa poche le revolver de Madame Dumfries et je lui saisis le bras. « Fais pas l'idiot. » Il se libéra. Je sais ce que je fais. Il tapa du canon de l'arme contre la vitre, le visage figé, dans une expression de répugnance. Les ailes des créatures battirent de plus en plus vite, jusqu'à n'être qu'un brouillard. Si on avait su qu'il s'agissait de créatures ailées, à présent, on aurait pu en douter. Puis, elles s'envolèrent sans autre forme de procès. Quelques-uns de nos compagnons virent ce qu'Holly avait fait et reprirent son idée. Ils tapèrent sur les vitres avec les manches à balai. Les choses s'envolèrent, mais revinrent. Apparemment, elles n'avaient pas plus de cervelle qu'une mouche moyenne. Le début de panique se résorba en bavardage. J'entendis quelqu'un demander à son voisin ce que ces choses pouvaient bien faire quand elles atterrissaient sur vous. C'était une question dont je n'étais pas pressé de connaître la réponse. Les coups sur les vitres cessèrent peu à peu. Holly se tourna vers moi pour me parler, mais il avait à peine ouvert la bouche que quelque chose surgit de la brume et arracha à la vitre une des créatures rampantes. Je crois que j'ai crié, je n'en suis pas sûre. C'était une chose volante. À part ça, je n'étais sûre de rien. La brume parut s'assombrir exactement comme Holly l'avait décrit, sauf que la tache de suie ne s'effaça pas. Elle s'incarna sous la forme d'ailes claquantes et luisantes comme du cuir, d'un corps blanc albinos et d'yeux rouges. La chose heurta la vitre avec un bruit sourd, assez fort pour la faire vibrer. Son bec s'ouvrit. La créature ramassa la chose rose et disparut. Tout l'épisode ne dura pas plus de 5 secondes. La dernière image que je vis brièvement fut celle de la chose rose, gigotant et battant des ailes pendant qu'elle était emportée, comme un petit poisson qui se débat dans le bec d'une mouette. Un autre bruit sourd, un autre encore. Les gens se remirent à crier et il y eut une fuite désordonnée vers le fond du magasin. Un cri plus perçant que les autres, un cri de douleur s'éleva et Holly dit « Oh mon Dieu, cette vieille dame est tombée et ils l'ont piétinée !» Il remonta en courant l'allée des caisses. J'esquissai le geste de le suivre et puis j'aperçus quelque chose qui me pétrifia sur place. Sur ma droite, en hauteur, un des sacs d'engrais à gazon glissait lentement. Tom Smalley était juste en dessous, les yeux fixés sur la brume à travers la meurtrière. Sur l'épaisse vitre de la lucarne qu'Holly et moi avions rejointe, un autre insecte rose atterrit. L'une des choses volantes fondit sur lui et le saisit. La vieille femme qui avait été piétinée criait toujours, d'une voix perçante, éraillée. Le sac qui glissait. « Smalley !» criai-je. « Là-haut, levez la tête !» Dans la confusion générale, il ne m'entendit jamais. Le sac vacilla, puis tomba. Il le heurta en plein sur la tête. Smalley s'abattit comme une masse, sa mâchoire heurtant l'étagère qui courait le long de la vitrine.
L'une des choses volantes albinos se frayait un chemin à travers un trou aux arêtes vives dans la vitre. Je pouvais entendre le léger frottement que cela produisait à présent que les cris avaient cessé. Ses yeux rouges luisaient dans sa tête triangulaire, légèrement penchée sur le côté. Un lourd bec recourbé s'ouvrait et se refermait avec rapacité. Ça ressemblait un peu aux peintures de ptérodactyles qu'on voit dans les livres sur les dinosaures, et plus encore à une chose sortie du cauchemar d'un dément. Je saisis l'une des torches, la plongeai dans le récipient d'alcool à brûler que je renversai, répandant une mare de liquide sur le sol. La créature volante se posa au sommet des sacs d'engrais, jetant autour d'elle des regards brillants, se balançant doucement, menaçante, d'un pied corné sur l'autre. C'était une bête stupide, j'en suis tout à fait certain. 2 fois elle essaya de déployer ses ailes, qui heurtèrent les murs, et puis elle les replia, comme un griffon sur son dos voûté. Au 3e essai, la créature perdit son équilibre et tomba lourdement de son perchoir, essayant toujours d'étendre ses ailes. Elle atterrit sur le dos de Tom Smalley. Ses serres se refermèrent et la chemise de Tom se déchira de part en part. Le sang commença à couler. J'étais là, à moins d'1 mètre. Ma torche trempait dans l'alcool. J'étais émotionnellement assez regonflée pour la tuer si je pouvais. Et puis, je m'aperçus que je n'avais pas d'allumette. J'avais utilisé la dernière 1 heure plus tôt pour le cigare de M. McVeigh. Le magasin était maintenant un véritable pandémonium. Des gens avaient vu la bête se pencher sur le dos de Smalley, et c'était un spectacle que personne au monde n'avait jamais vu. La créature avança son bec furteur et arracha un morceau de chair de la nuque de Smalley. Je m'apprêtais à utiliser la torche comme une matraque quand l'extrémité de tissu s'enflamma brusquement. Dan Miller était là, étreignant un zippo portant l'emblème des marines. L'horreur et la fureur lui faisaient un visage de pierre. « Tuez-le !» dit-il d'une voix rauque. « Tuez-le si vous pouvez !» Holly se tenait à côté de lui, le 38 de Madame Dumfries au poing, mais sa ligne de tir n'était pas dégagée. La chose étendit ses ailes et en battit 1 fois, apparemment non pour s'envoler, mais pour assurer sa prise. Puis, membraneuses et blanches, luisantes comme le cuir, elles enveloppèrent le corps du pauvre Smalley tout entier. Alors des sons s'élevèrent, des sons mortellement déchirants que je n'ai pas le courage de décrire en détail. Tout cela prit à peine quelques secondes. J'abattis ma torche sur la créature. J'eus la sensation de frapper une chose qui n'avait pas plus de consistance qu'un cerf-volant. La bête poussa un cri aigu et déploya ses ailes. Sa tête sursauta et ses yeux rouges roulèrent dans leurs orbites, exprimant, je l'espère de tout mon cœur, une terrible souffrance. Elle prit son essor avec le bruit d'un drap claquant sur une corde à linge au gré d'une vive brise de printemps. Elle poussa une nouvelle fois son cri rouillé. Les têtes se tournèrent pour suivre du regard son vol de feu, son vol agonisant. Je crois que de toute l'affaire, rien ne se détache plus fortement de ma mémoire que ce vol zigzagant d'une chose ailée en flammes au-dessus des travées du supermarché fédéral. Cette chose qui laissait tomber çà et là des morceaux d'ailes carbonisés et fumants. Elle finit par s'abattre sur les sauces à spaghettis, répandant des éclaboussures de ragoût, de prima salsa et de Prince, comme autant de taches de sang. C'était un peu plus que des cendres et des ossements. L'odeur de brûlé était puissante et répugnante. Et par-dessous, comme en contrepoint, venait la puanteur légère et âcre de la brume qui s'insinuait par la portion de vitre cassée. Il y eut un moment de silence absolu. Nous étions unis par le sombre étonnement de cette mort dans les flammes brillantes. Puis quelqu'un hurla, d'autres crièrent, et de quelque part derrière moi me parvinrent les sanglots de mon fils. Une main me saisit, c'était Bud Brown, les yeux exorbités, les lèvres retroussées sur ses fausses dents comme s'il allait grogner.
Une bête, une des autres, dit-il en pointant le doigt. L'un des insectes avait pénétré par le trou et était à présent perché sur un sac d'engrais, ses ailes de mouche bourdonnant. On les entendait. C'était comme le bruit d'un aérateur de supermarché minable. Les yeux gonflés au bout de leur pédoncule, son corps rose vif, à l'embonpoint malsain, respirait rapidement. Je m'approchai. Ma torche goûtait, mais elle n'était pas éteinte. Cependant, Madame Repler, l'institutrice, me coiffa au poteau. Elle devait avoir dans les 50-60 ans, et elle était raide, comme un coup de trique. Son corps avait une allure dure et desséchée, qui me faisait toujours penser à un morceau de pemmican. Elle brandissait une bombe de raid dans chaque main, à la manière d'un braqueur délirant dans une comédie existentielle. Le grognement de fureur qu'elle émit aurait fort bien convenu à un homme des cavernes, fendant le crâne d'un ennemi. Tenant les récipients sous pression à bout de bras, elle pressa les boutons. Un nuage épais d'insecticide enveloppa la chose, qui plongea dans les affres de l'agonie, se tordant et se retournant follement avant de tomber des sacs, rebondissant sur le corps de Tom Smalley, indubitablement mort à présent, pour atterrir enfin sur le sol. Ses ailes bourdonnaient avec colère, mais elles ne fonctionnaient plus. Elles étaient trop engluées de raide. Au bout de quelques instants, elles ralentirent leur mouvement, puis cessèrent tout à fait de bouger. La chose était morte. Maintenant on pouvait entendre les gens crier et gémir. La vieille dame qui avait été piétinée gémissait, et on entendait aussi des rires, le rire des damnés. Madame Repler se tenait au-dessus de sa victime, sa maigre poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement. Atlin et Miller avaient déniché l'un de ces gros chariots dont les magasiniers se servent pour transporter les marchandises d'un côté à l'autre du supermarché, et à eux deux, ils le hissèrent au sommet des sacs pour bloquer le trou triangulaire dans la vitre. Comme mesure temporaire, c'était pas mal. Amanda Dumfries s'avança comme une somnambule. Dans une main, elle tenait un seau de plastique. Dans l'autre, un balai brosse, encore enveloppé dans son emballage transparent. Elle se pencha, les yeux toujours écarquillés et vides, et avec le balai, poussa la limace, l'insecte, la chose morte dans le seau. On entendait le craquement de l'emballage qui frottait le sol. Elle marcha jusqu'à la porte de sortie. On n'y voyait aucun insecte. Elle l'entr'ouvrit et jeta le seau. Il atterrit sur le flanc et roula d'un côté et d'autre, décrivant des arcs de cercle qui allaient en diminuant. L'une des choses roses surgit de la nuit en bourdonnant, atterrit sur le seau et se mit à ramper sur lui. Amanda éclata en sanglots. Je m'approchai d'elle et passai mon bras derrière ses épaules. À 1h30 du matin, j'étais assis, adossé à la paroi émaillée du comptoir à viande, plongé dans un demi-sommeil. La tête de Billy reposait sur mes genoux. Il était solidement endormi. Non loin de là, Amanda Dumfries dormait, la tête posée sur une veste en guise d'oreiller. Peu de temps après la mort dans les flammes de l'espèce d'oiseau, Holly et moi étions retournés dans la réserve et en avions ramené une dizaine de courtes pointes, comme celle dont j'avais déjà couvert Billy. Elle servait de matelas à diverses personnes. Nous avions aussi ramené plusieurs lourds cajots de poires et d'oranges, et en nous y mettant à 4, nous avions réussi à les hisser au sommet des sacs d'engrais, devant le trou de la vitre. Les créatures ailées auraient du mal à repousser ces cajots qui pesaient dans les 50 kilos. Mais ces oiseaux et les espèces d'insectes qu'ils mangeaient n'étaient pas les seules choses que nous ayons à craindre. Il y avait l'être à tentacules qui s'était emparé de Norm. Il ne fallait pas oublier la corde à linge mâchée, ni la chose invisible qui avait émis ce rugissement bas, guttural. Depuis, à plusieurs reprises, nous avions entendu des sons semblables, parfois dans le lointain, mais que signifiait dans le lointain, avec cette brume qui étouffait les sons? Et parfois ces rugissements étaient si près qu'ils faisaient trembler tout le bâtiment et vous donnaient l'impression que vos ventricules cardiaques
pompait brusquement de l'eau glacée. Billy sursauta et gémit. Je lui caressai les cheveux et il gémit plus fort. Puis il parut voguer de nouveau sur des eaux du rêve moins dangereuses. Mon propre sommeil était brisé et je fixais de nouveau sur la nuit de grands yeux vides. Depuis qu'il faisait noir, je n'avais réussi à dormir qu'1 heure et demie d'un sommeil hanté par les rêves. Dans l'un de ceux-ci, on était revenu à la veille. Billy et Steffi se tenaient devant la baie vitrée, contemplant les eaux noires et gris ardoises et le tourbillon de pluie argentée qui annonçait la tempête. J'essayais d'aller vers eux, car je savais qu'un vent suffisamment fort pouvait briser la vitre et envoyer à travers tout le salon des flèches de verre mortelles. Mais j'avais beau courir, je n'avais pas l'air de me rapprocher d'eux. Et puis, un oiseau jaillit de la trombe d'eau, un gigantesque oiseau de mort, écarlate, dont les ailes préhistoriques plongèrent la totalité du lac, d'est en ouest, dans l'obscurité. Son bec s'ouvrit, révélant un jabot de la taille du Holland Tunnel, et, tandis que l'oiseau s'apprêtait à ne faire qu'une bouchée de ma femme et de mon fils, une voix basse, sinistre, répétait avec obstination dans un murmure « Le projet pointe de flèche, le projet pointe de flèche, le projet pointe de flèche. » Lee et moi n'étions pas les seuls à avoir le sommeil difficile. D'autres poussaient des cris perçants en dormant, et certains criaient encore après s'être réveillés. La bière disparaissait du frigidaire à la vitesse grand V. Buddy Eggleton s'était abstenu de tout commentaire et avait puisé dans la réserve pour renouveler le stock. Mike Atlen m'avait dit qu'il ne restait plus de Sominex. Les provisions n'étaient pas épuisées, on les avait réduites à néant. Il pensait que certains avaient pris peut-être 6 ou 8 flacons. « Il reste un peu de Nitol, dit-il. Tu en veux un flacon, David ?» Je secouai la tête et le remerciai. Et dans la dernière travée près de la caisse numéro 5, nous avions nos amateurs de vin. Et il y en avait 7, tous débutants dans la soulographie, sauf Lou Tattinger, qui tenait le lavage de voiture de Pintree. Lou n'avait pas besoin d'excuses pour lever le coude, comme on dit. La brigade de soulographes était joliment anesthésiée. Et, ah oui, il y avait aussi 6 ou 7 personnes qui étaient devenues folles. Folle n'était pas vraiment le mot. Peut-être suis-je incapable de formuler celui qui conviendrait. Mais il y avait ces gens qui avaient sombré dans un état de complète stupeur, sans recouvrir ni à la bière, ni au vin, ni au cachet. Ils vous fixaient avec des yeux en bouchon de carafe, vides et brillants. Le dur ciment de la réalité était tombé en poussière sous l'effet de quelque inimaginable tremblement de terre, et ces pauvres diables s'étaient effondrés. Un jour, certains d'entre eux reviendraient peut-être à eux, si, ce jour-là, se levait jamais. Le reste d'entre nous avait fait ses propres compromis mentaux, et dans certains cas, je suppose, qu'ils étaient passablement bizarres. Madame Rappler, par exemple, était convaincue que tout cela n'était qu'un rêve. C'était ce qu'elle prétendait, et elle parlait d'un ton convaincu. Je tournais mes regards vers Amanda. J'éprouvais de plus en plus pour elle un sentiment d'une force gênante, mais pas exactement déplaisante. Ses yeux étaient d'un vert incroyablement brillant. Je l'avais observée un moment pour essayer de détecter des lentilles de contact, mais apparemment, c'était la vraie couleur de ses iris. J'avais envie de lui faire l'amour. Ma femme était à la maison, vivante peut-être, plus probablement morte, seule en tout cas, et je l'aimais. Je voulais plus que tout au monde nous ramener, Billy et moi, auprès d'elle, mais je voulais aussi baiser une femme nommée Amanda Dumfries. J'essayais de me convaincre que c'était seulement la situation qui m'y poussait, et peut-être était-ce vrai, mais cela ne changeait rien à mon désir. Je dormis d'un sommeil sans cesse interrompu, puis m'éveillai tout à fait vers 3 heures. Amanda s'était recroquevillée en position fétale, les genoux remontés vers la poitrine, les mains serrant ses cuisses. Elle paraissait profondément endormie. Son pull s'était légèrement relevé sur le côté,
montrant une peau d'un blanc immaculé. Je la regardais et il me vint une inutile et inconfortable érection. Je m'efforçais d'assigner une autre direction à mes pensées en songeant au moment où j'avais voulu peindre Norton la veille. Non, pas le peindre, pas une chose aussi importante, simplement l'asseoir sur un tronc, ma bière dans la main, et croquer son visage fatigué, en sueur, et ses cheveux soigneusement coiffés avec l'arrêt au milieu qui se redressait en désordre sur l'arrière. Ça aurait pu faire un bon tableau. Il m'avait fallu vivre 20 ans avec mon père pour accepter qu'être bon était assez bon pour moi. Vous savez ce que c'est, le talent, la malédiction de l'espérance. Quand on est enfant, il faut affronter cela, le surmonter d'une manière ou d'une autre. Quand vous savez écrire, vous vous dites que Dieu vous a mis sur terre pour battre Shakespeare à plate couture. Et si vous savez peindre, peut-être pensez-vous, tel était mon cas, que Dieu vous a mis sur terre pour battre votre père à plate couture. Il a paru que je n'étais pas aussi bon que lui. Je m'efforçais de l'être plus longtemps sans doute que je n'aurais dû. J'ai fait une exposition à New York et le résultat a été lamentable. Les critiques d'art m'ont enfoncé à coups de référence à mon père. Un an plus tard, je subvenais aux besoins du ménage avec des travaux commerciaux. Steph était enceinte et je m'étais pris la tête dans les mains pour en discuter avec moi-même. Le résultat de cette conversation avait été que l'art véritable ne serait jamais qu'un violon d'Ingres pour moi. J'ai fait les affiches pour le shampoing Golden Girl, celle où l'on voit la fille à bicyclette, celle où elle joue au frisbee sur la plage, celle où elle est sur le balcon de son appartement, un verre à la main. J'ai fait des illustrations de nouvelles pour la plupart des grands magazines, mais j'ai démarré dans ce secteur avec des croquis rapides pour des feuilles cochonnes. J'ai réalisé quelques affiches de cinéma, l'argent rentre, on s'en sort pas mal. À Bridgeton, l'été dernier, j'ai fait ma dernière expo. J'ai présenté 9 tableaux peints sur 5 ans et j'en ai vendu 6. Par une singulière coïncidence, celui que je ne voulais absolument pas vendre représentait le supermarché, vu de l'autre côté du parc de stationnement. Ce dernier, sur mon tableau, était vide, à l'exception d'une file de boîtes de haricots Campbell et de conserves Franck, qui allait en grandissant au fur et à mesure qu'elle se rapprochait de l'œil de l'observateur. La plus proche paraissait mesurer 2,50 m de haut. Le tableau était intitulé Haricots et fausses perspectives. Un Californien, cadre supérieur dans une société qui fabriquait des balles et des raquettes de tennis et je ne sais quel autre équipement de sport, semblait très entiché de la toile et insista beaucoup en dépit du carton « Ce tableau n'est pas à vendre » inséré derrière ce dernier, dans le coin gauche du mince cadre de bois. Il fit une première offre à $600 et monta jusqu'à 4000. Il disait qu'il le voulait pour son bureau. Je ne le lui laissai pas et il partit très déçu. Même alors, il n'a pas abandonné. Il m'a laissé sa carte pour le cas où je changerais d'avis. Cet argent n'aurait pas été de trop. C'était l'année où nous avions agrandi la maison et acheté le 4x4. Mais je ne pouvais me résoudre à le vendre. Je ne le pouvais pas, parce que je sentais que c'était le meilleur tableau que j'avais jamais peint, et je le voulais pour moi. Je voulais pouvoir le contempler, quelqu'un m'ayant demandé, avec une cruauté absolue, que j'allais me décider à faire quelque chose de sérieux. Puis un jour de l'automne dernier, je le montrai à Hollywick. Il me demanda la permission de le photographier pour s'en servir pendant une semaine de publicité, et ce fut la fin de ma fausse perspective à moi. Holly avait reconnu mon œuvre pour ce qu'elle était, et, ce faisant, m'avait forcé à le reconnaître aussi. Une œuvre d'art commerciale parfaite, rien de plus, et grâce à Dieu, rien de moins. Je le laissais faire, et puis je téléphonais au domicile du cadre supérieur à San Luis Obispo pour lui dire que je lui laissais le tableau à $2500 s'il en voulait toujours. Il répondit positivement et je le lui fis expédier par une messagerie. Et depuis lors, la voix de l'espérance déçue, cette voix d'enfant trompé
qui ne se satisfera jamais d'un qualificatif modéré comme bon, c'est à peu près tu. Et hormis quelques vagues grognements, comme les bruits de ces créatures invisibles dans la nuit brumeuse, elle a très bien gardé le silence. Mais me direz-vous peut-être, pourquoi l'extinction de cette voix enfantine, exigeante, ressemble-t-elle tant à la mort? Vers 4 heures, Billy s'éveilla, en partie au moins, et regarda autour de lui avec des yeux troubles qui ne comprenaient rien à ce qu'il voyait. « On est toujours là ?»« Oui, mon chéri, oui. » Il s'est mis à pleurer avec une faiblesse désespérée horrible à voir. Amanda s'est éveillée et nous a regardés. « Allons, mon grand, » dit-elle en l'attirant doucement à elle. « Quand il fera jour, tu auras l'impression que tout va un peu mieux, tu verras. » « Non, » rétorqua Billy. « Non, ça ne va pas s'arranger. Non, non. » « Chut, » dit-elle. « Tu devrais dormir depuis longtemps. Je veux ma maman. » « Oui, oui, bien sûr. » Billy se tortilla dans son giron pour pouvoir me regarder, ce qu'il fit un moment, et puis il se rendormit. « Merci, » dis-je, « il avait besoin de vous. » « Il ne me connaît même pas. Ça ne change rien. »« Alors, qu'est-ce que vous en pensez ?» demanda-t-elle, ses yeux verts soutenant fermement mon regard. « Qu'est-ce que vous en pensez vraiment ? Demandez-le-moi demain matin. Je vous le demande maintenant. » J'ouvris la bouche pour répondre, et puis Hollywicks émergea de l'obscurité comme une chose surgie d'une histoire d'horreur. Il tenait une lampe électrique voilée d'un chemisier de femme dont il dirigeait le faisceau vers le plafond. Cela faisait d'étranges ombres sur son visage hagard. « David !» chuchota-t-il. Amanda se tourna vers lui, étonnée d'abord, puis de nouveau effrayée. « Holly, qu'est-ce qu'il y a ?» demandai-je. « David !» chuchota-t-il de nouveau. « Viens, s'il te plaît. » « Je veux pas laisser Billy, il vient juste de s'endormir. »« Je vais le garder, » dit Amanda. « Vous feriez mieux d'y aller. » Puis, à voix plus basse, elle ajouta « Mon Dieu, ça ne finira jamais. »